Cyril Malka, Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, Sans divan. Alors bonjour ou bonsoir, enfin bonjour puisqu'on a quelqu'un du Canada, il est 9 heures du matin en ce moment, donc bonjour et bonsoir, ça dépendra donc de l'endroit où vous vous trouvez. Et bienvenue donc sur ce nouveau webinaire, ça va être l'avant-dernier webinaire de la saison, enfin de l'année même, parce qu'on en aura encore un dans une quinzaine de jours et après il y aura plus de webinaire pendant tout le mois de décembre et je reprendrai au mois de janvier. Et pour cet avant-dernier webinaire, j'ai décidé de parler un petit peu du problème des enfants qui terrorisent leurs parents. Alors là, je ne veux pas seulement parler du phénomène des enfants rois. D'ailleurs, j'ai déjà fait un webinaire sur ce sujet. Mais je veux parler des choses un petit peu plus compliquées. Euh, C'est-à-dire qu'il y a pas mal de situations, il y a beaucoup de situations où les enfants sont violents envers les parents. Le plus souvent, ça va être la mère, mais le père n'y échappe pas. Et on parle de violence physique, de violence psychologique, de violence économique et même de violence sexuelle. J'ai récupéré plusieurs témoignages. Et j'en ai choisi un à vous lire qui a été déjà publié dans un journal belge, et qui, je trouve, donne une bonne idée un petit peu de la problématique. Alors, pendant 2 ans, c'était l'enfer. Le témoignage de Véronique, prénom d'emprunt, présente certainement un cas extrême. Et en fin de compte, non, parce que j'ai entendu des cas beaucoup plus extrêmes que ça. Cela s'est terminé l'an dernier lorsque mon fils a placé une corde dans mon bureau, m'invitant à me pendre. Depuis cette menace de mort, Véronique a porté plainte. Elle ne voit plus son fils. Mais avant d'en arriver à ce stade, la maman a traversé différentes étapes qu'ont à affronter les parents comme elle. Mon fils a été diagnostiqué HP, au potentiel, à 4 ans, raconte Véronique. D'une certaine façon, nous avons toujours anticipé ses désirs en lui donnant la possibilité de faire des activités un peu hors normes. Peut-être était-ce une erreur à l'époque de lui ouvrir un tel panel. Cela a pu contribuer à en faire un enfant roi. Mais tout bascule lorsque Véronique demande le divorce. Il n'a jamais accepté que je parte, que je bouscule l'équilibre familial qui lui convenait très bien. Il est devenu totalement tyrannique avec moi. Insultes, bousculades, destruction d'objets, violence. Il a défoncé un mur en gyproc de la cuisine. Il renversait la table. Pendant 2 ans, Véronique a eu peur de son fils sur qui elle n'avait plus de contrôle. À l'époque, j'avais les enfants une semaine sur deux. Pendant les 3 jours qui précédaient leur venue, j'anticipais psychologiquement. Je me demandais comment j'allais faire pour garder un peu d'autorité, mais il n'était évidemment jamais d'accord avec les règles que je posais et n'en respectait aucune. La première fois que Véronique a appelé la police, son fils avait 16 ans. Je peux vous dire qu'on n'est pas fiers. On m'a ramassé à la petite cuillère. Mais ce n'était pas vraiment un choix, plutôt une obligation pour sauver ma peau. Les forces de l'ordre sont intervenues une seconde fois lors de l'épisode de la corde. Véronique ne voit plus son fils depuis. Ce qui l'attriste le plus est sans doute l'emprise que son fils a sur sa sœur. Ma fille est un peu au milieu de tout cela. Elle est en permanence tiraillée entre l'envie d'être avec nous et l'emprise que son frère a sur elle. Le psychologue attribué par le tribunal a même parlé d'aliénation parentale du frère sur sa petite sœur. Véronique n'a cependant pas fait son deuil, jamais je ne le ferai, je me dis toujours qu'un jour il va revenir. Ma grande peur est qu'un jour il dirige la vie de sa petite sœur ou d'une petite copine, d'une future épouse. Voilà, c'est à peu près le genre de témoignage qu'on peut trouver ci et là. Alors il n'y a rien, malheureusement il n'y a rien de très spécial à ce témoignage qui en plus est relativement pourrait-on dire, standard, et il y a des choses beaucoup, beaucoup plus extrêmes que l'on peut trouver. Bonjour Laurence. Lors de mes recherches, en fin de compte, une de mes propres patientes a en fin de compte été violentée par son fils, qui d'ailleurs faisait du taekwondo. Elle était obligée de fermer sa porte à clé pendant la nuit, tout simplement parce qu'elle avait peur de ce qui pouvait se passer.
et très souvent, en fin de compte, elle était obligée d'être enfermée dans un coin, justement de peur de ce qui pouvait arriver. Il y a des situations d'un enfant de 12 ans, Julien, qui étrangle sa mère avec un cordon, qui l'a menacée avec un marteau, des couteaux. Une fille, Mélodie, qui a commencé à battre son père et à lui voler de l'argent. Un jeune homme de 17 ans qui a aspergé sa mère d'essence et puis qui a allumé une allumette. Donc la violence envers les parents, elle peut être verbale, physique, elle peut aller très loin, elle est très souvent émotionnelle, elle peut très souvent être financière également et sexuelle. Il y a des blogs, si vous cherchez bien, que vous pouvez trouver, où il y a des mères qui racontent comment elles ont été violées par leurs propres adolescents. Donc ce sont des choses qui se produisent régulièrement, mais il est difficile de trouver des témoignages, il est difficile de trouver des études là-dessus. Lorsque j'ai fait le travail pour ce webinaire, entre autres, j'ai essayé justement de trouver des études et le problème est que d'une part, tout comme cette patiente qui m'a envoyé cette photo, elle m'a dit qu'elle avait d'autres photos, qu'elle avait eu d'autres photos, mais qu'elle les avait effacées tout simplement parce qu'elle avait honte de ce qui s'était passé, elle avait honte d'avoir été violentée par son fils. Et c'est très souvent l'un des problèmes les plus prenants dans ce genre de situation, c'est que les parents ont honte de la situation, donc ils n'en parlent pas, ils vont pas déposer plainte, ils vont pas parler à des psys, enfin rien ne se passe dans ce sens-là. Et en plus, l'un des problèmes, et ça on y reviendra un petit peu plus tard, c'est que si on dépose plainte ou si on va chez un psychologue, on prend parfois ou très souvent le risque de se trouver accusé de ces violences. Cette femme qui a envoyé cette photo, justement, il a été, on lui a dit, mais c'est parce que votre enfant est tellement frustré, parce qu'en fin de compte, vous ne le traitez pas suffisamment bien, que c'est sa façon de s'exprimer, en quelque sorte. Donc vous avez le gamin à 14 ans qui bousille tout dans la baraque, qui casse les murs, qui casse les portes, qui casse les placards, et puis qui frappe sa mère, et puis c'est de sa faute. Donc, il est très difficile pour les parents de parler de ce sujet et d'oser le mettre à jour. Donc, il y a beaucoup plus de violences journalières exécutées par les enfants qui se produisent chaque jour et dont on ne sait rien parce que personne ne dépose plainte et personne n'en parle à qui que ce soit. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles ces charmants bambins, au lieu d'être des enfants, on dirait qui se comportent normalement en tant qu'enfants, alors bien entendu, les enfants peuvent se mettre en colère également, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais qu'est-ce qui fait que on en vienne à ce genre de choses, à ce genre de situation? Alors les raisons peuvent être multiples. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre quelques-unes, enfin celles où on trouve le plus d'exemplaires, les plus normales, pourra-t-on dire, et je vais donner l'explication en même temps que j'explique la raison, et en fin de compte ce qu'on peut y faire. Mais malheureusement, il y a sûrement d'autres raisons dont je n'ai pas pensé à parler parce que je ne les connais pas tout simplement. Mais dira-t-on les plus communes, vous allez avoir entre autres ce qui s'appelle le trouble oppositionnel avec provocation, qui est très souvent une suite d'un enfant qui aura le plus souvent également des troubles déficitaires de l'attention. Mais ça, je ne veux pas trop entrer là-dedans parce que j'ai déjà fait un webinaire sur le sujet en lui-même et vous pouvez le trouver sur YouTube. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le TOP, sur le trouble oppositionnel avec provocation, qui donc se développe pas nécessairement en violence physique, mais très souvent va être justement une provocation plutôt et puis une façon de ne pas vouloir travailler dans le même sens que les parents. Je vous propose d'aller voir sur YouTube et de faire le top Cyril Malka et puis vous le trouverez sur la chaîne YouTube. Ça ira beaucoup plus en profondeur. À part ça, vous allez avoir le problème de l'enfant tyrannique, comme on l'appelle. Alors, l'enfant tyrannique, il y a 3 questions que vous pouvez vous poser. Si vous pouvez répondre oui à ces 3 questions, il y a de fortes chances pour que ce soit la raison.
Est-ce que votre enfant est toujours dans l'opposition avec vous? Un petit peu comme dans le trouble euh, de l'opposition avec provocation. Est-ce que votre enfant vous fait régulièrement du chantage? Si tu m'aimes, tu vas faire ça. Si tu veux que je fasse ça, Alors, je ne parle pas de deal que l'on peut faire des fois avec son gamin en disant, bon, écoute, si tu manges tous tes petits pois, tu auras un morceau de gâteau. Non, là, il est question de chantage qui peut aller quand même plus loin. Tu vois, si tu fais pas ceci ou si je peux pas faire cela, je vais dire à papa que, ou des choses dans ce genre-là. On va un petit peu plus loin. Et troisième question, est-ce que vous craignez ses colères? Si vous répondez oui à ces trois questions, là vous êtes peut-être en présence ou sûrement en présence de ce qu'on appelle un enfant tyrannique. Et c'est l'une des personnalités en fin de compte les plus compliquées à gérer parce qu'il est toujours dans l'opposition. S'il comprend que ses parents vont être fermes avec lui, il va faire du chantage, il va piquer des colères qui vont s'arrêter que si vous abdiquez face à ses caprices. Il va être dans une provocation quasi constante, il va être dans l'impatience, il va être dans l'impulsivité, il va falloir vivre selon les conditions qu'il décide. Il va refuser qu'une quelconque autorité, donc pas seulement les parents, mais qu'une quelconque autorité le remette sur le droit chemin. Le plus souvent, ça va être des enfants relativement intelligents qui vont donner l'apparence d'être confiants, d'avoir pas mal de confiance en eux, et ils vont pouvoir débattre avec des adultes indéfiniment, justement parce que pour eux, seuls leurs arguments vont être vrais et recevables. Ça pourrait presque faire penser à une personnalité narcissique, du fait où ils ne vont pas accepter d'autres explications ou d'autres possibilités que celles qu'eux ils donnent. Ils vont être bloqués sur ce qu'ils veulent en fin de compte. Et ils vont être capables de harceler la personne qui va lui tenir tête jusqu'à ce que la personne, que ce soit maman ou papa, la petite sœur ou le prof ou ce que vous voulez, se soumette à son obstination. Et en fin de compte, d'après les différentes études qui ont été faites un petit peu sur ce comportement, on s'est rendu compte que ces enfants ont l'impression d'être sous-estimés et d'être abandonnés. Même si le rapport parental est parfait, même s'il n'y a aucun signe qu'on s'en occupe pas, c'est pas suffisant à leur jeu. Pour eux, il leur en faut plus. Et c'est donc pour obtenir tout ça qu'ils donnent l'illusion d'avoir cette identité forte, alors qu'en fin de compte, ils ressentent tout à fait le contraire. Et donc, du fait où ils se sentent, dira-t-on, sous-estimés, pas très sûrs d'eux, ils sont obligés de contrôler les parents, comme vous le verrez. En fin de compte, tout ce qui a trait à la violence de l'enfant envers les parents, c'est pour contrôler les parents, c'est pour contrôler l'environnement. Et donc, pour pouvoir se sentir plus en sécurité, en quelque sorte, ils vont être obligés de contrôler les parents et contrôler leur environnement. Alors, ce qu'on peut y faire, c'est compliqué d'y faire quelque chose soi-même. Vous pouvez bien entendu essayer de lui faire comprendre qu'il ne craint rien, que vous n'allez pas l'abandonner, etc., etc. Le plus souvent, il faudra faire ce travail avec un thérapeute qui connaît un petit peu la problématique, avec un psy qui va pouvoir inverser cette tendance, qui va pouvoir lui faire comprendre que ça sert à rien d'être en opposition, ça sert à rien d'être constamment sur dira-t-on, sur ses positions et de ne pas en bouger, mais qu'on ne perd pas de sa personnalité, on ne perd pas de son importance, on ne va pas être abandonné si on est qui on est. Ça, c'est l'enfant tyrannique. Alors après, on pourra dire, mais pourquoi est-ce que ces enfants sont tyranniques? Eh bien, là, on y vient. C'est en fin de compte l'enfant anxieux. Si vous avez un enfant qui est dans l'angoisse, qui a besoin d'être réconforté, rassuré, et que ces angoisses, en fin de compte, vous minent vous de plus en plus parce que cet enfant a une tendance à s'accrocher à ses parents pour être assuré. Et puis, une fois qu'il a été réconforté, il va repousser les parents. Et cette attitude, en fin de compte, qui est très changeante au point de vue comportement,
est très fatigante pour les parents et ça use vraiment la relation. Et ce sont des enfants qui vont pas grandir sereinement parce que cette angoisse, ça va leur faire manquer pas mal d'opportunités dans la vie. Ils vont pas essayer, ils vont pas oser faire certaines choses. Ils vont reporter leur frustration sur leurs parents, par exemple. Ou alors ils vont parler de leur angoisse à leurs parents, ils vont parler de tout ça à leurs parents, puis tout d'un coup ils vont changer totalement de comportement. En fin de compte, on ne sait plus sur quel pied danser avec ces enfants-là. Donc, ce sont des enfants qui vont avoir des changements psychologiques très violents et qui vont, d'un côté, vous paraître demander un certain réconfort, vous demander de les prendre dans les bras et de les consoler en quelque sorte. Et la seconde d'après, ils vont tout casser dans la maison en quelque sorte. Et ça vient en fin de compte de l'angoisse. Alors, avant de pouvoir poser ce diagnostic, vous pouvez vous poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des antécédents d'anxiété ou d'angoisse dans la famille? Parce qu'il y a un élément génétique. Si vous-même, vous avez une tendance à être facilement angoissé, ben, les chats font pas des chiens, les chiens font pas des chats, je sais plus. Mais en tout cas, ben, ça vient bien de quelque part. Donc, à vous de l'aider à travailler avec ce genre de choses également. Est-ce que votre enfant a toujours été angoissé, même si vous ne l'êtes pas, donc de nature? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est apparu soudainement? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est venu comme un résultat d'un traumatisme quelconque ou d'un déménagement, d'un divorce, d'un changement d'école, changement de classe même à la limite? Des fois, il en faut peu pour déstabiliser le gamin. Est-ce que les routines familiales ont été grandement changées tout d'un coup? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un changement qui pourrait la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur? Enfin bref, voyez un petit peu de ce côté-là et voyez s'il y a ces angoisses. Et dans ce cas-là, ça va être sur ce point qu'il va falloir travailler. Et là aussi, généralement, la plupart du temps et régulièrement, il va falloir travailler avec un psy pour pouvoir vous aider à stabiliser un petit peu toute cette situation. Et ensuite, il y a... Alors là, on commence à arriver dans des situations plus compliquées. Et ça va être, entre autres, le trouble de l'attachement. Et le trouble de l'attachement, c'est en fin de compte une rupture dans le lien mère-enfant qui est arrivé généralement très tôt. Généralement, on dit avant l'âge de 3 ans. Et puis, des fois, qui s'accompagne de négligence, de carence, de soins, de maltraitance, etc. Alors ça, c'est quelque chose que l'on verra régulièrement chez les enfants adoptés. Si vous avez adopté un enfant, il y a malheureusement beaucoup de chances ou beaucoup de risques pour que cet enfant ait un trouble de l'attachement ou ait eu un trouble de l'attachement, parce que généralement, s'ils sont en adoption, c'est pour une bonne raison. Et dans ces cas-là, alors ça peut aller très loin. Ça peut aller dans des syndromes psychiatriques, ça peut arriver à donner une personnalité psychopathique, un sociopathe, des dépressions très profondes, et vous pouvez avoir des symptômes très difficiles et très profonds, de la délinquance, les délinquances persistantes, une propension au suicide. Enfin bref, ça peut aller très 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 loin, et ces enfants peuvent devenir extrêmement violents et extrêmement dangereux. Alors, les raisons, ça peut être de troubles de l'attachement, mais ce trouble de l'attachement, il vient d'où? Alors, il peut venir du fait que, bien entendu, il y a eu des problèmes qui ont fait que cet enfant a été séparé de ses parents à l'âge très tôt, mais cela peut venir également du fait que dans la famille, on a des sociopathes. Et un sociopathe ou une sociopathe, si la mère par exemple est sociopathe, bien entendu, elle ne va pas bien s'occuper de son enfant, de sa progéniture, parce que les sociopathes ne s'occupent pas de leurs enfants. Et donc l'un dans l'autre, on va avoir un trouble de l'attachement. Donc le trouble de l'attachement, alors tout ça, ça se tient un petit peu en quelque sorte, parce que le trouble de l'attachement peut développer une angoisse, qui donc peut développer les autres troubles du comportement. Donc même si je prends ces différentes personnalités l'une à une, en fin de compte, il peut y avoir un lien entre tout ça, et ça va être à vous, en tant que parent, de voir ce qu'il en ressent ou de quel côté peut venir le problème.
Euh, oui, alors là, il y a Céline qui me dit: je ne sais pas quoi penser car pour ma part, il est devenu vulgaire et agressif suite au laxisme des éducateurs qui minimisent tout ce qui fait que je suis devenu un monstre comparé au système éducatif laxiste des éducateurs suite à des difficultés scolaires. Oui. Ça peut avoir aussi plusieurs angles. Parce que, et ça on va y venir dans un instant, parce que le fait que, alors là pour l'instant j'en suis qu'aux raisons psychologiques pures, si on veut dire ça comme ça, mais il y a également des raisons psychosociologiques, et entre autres la façon dont la société ou dont le monde évolue en ce moment, et du fait où justement parce que le problème dans beaucoup des études que j'ai faites, enfin que j'ai suivies pour essayer de faire ce matériel, eh ben, dans la plupart du temps, on va dire oui, mais c'est parce que les parents sont trop stricts que les enfants deviennent comme ça. Et or, je trouve que c'est quand même bizarre parce que jamais on a été aussi peu strict avec les enfants qu'on ne l'est aujourd'hui, et jamais on a eu autant de problèmes avec. Donc, quelque part, ça tient pas ce truc-là, parce que je veux dire, si vous regardez les études qui ont été faites il y a 75 ans ou 50 ans, eh ben, on n'avait pas ce trouble-là. Et pourtant, les parents, ils étaient super stricts. La société était beaucoup plus stricte également. Donc là, apparemment, je trouve qu'il y a quelque chose qui tient pas debout. Là, c'est tout simplement dans la logique des choses. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que dit Céline, le fait où les éducateurs sont super laxistes, le gamin se trouve soutenu dans le fait de se dire, bah oui, bah maman, elle dit que des conneries de toute façon. Et puis, ben, dans ce fait, on mine l'autorité parentale et ça arrange pas les choses. C'est un fait que dans ce cas-là, oui, ça arrange rien. Et c'est justement la raison pour laquelle, justement, beaucoup de parents n'osent pas aller voir des éducateurs ou aller voir des psys parce que, on a peur que ça nous retombe dessus. Oui, là, il y a un point important que nous dit Céline. Elle nous dit: je tiens à dire que j'ai pas été parfaite, j'ai manqué de sang-froid, une gifle, quand j'ai tenté 1000 fois de me faire pardonner, mais j'ai le sentiment que depuis, il s'en sert pour me faire payer, etc. Alors, pour ce qui est du gifle ou du châtiment corporel, comme on pourrait dire, donc une gifle ou une claque sur le cul ou ce que vous voulez, euh, alors, c'est faux que cela traumatise un enfant. C'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Alors, on peut dire que élever un gamin à un coup de gifle, c'est pas le truc. Mais il en faut plus qu'une gifle, ou il en faut plus que perdre votre sang-froid pour traumatiser un gamin. Là où on traumatise des enfants, c'est quand ça fait partie d'un tout. Et ça, il faut bien que les gens le comprennent, parce que le nombre de personnes que j'ai eues qui m'ont demandé: ah oui, mais un jour j'ai dit ça à mon fils, est-ce que je l'ai traumatisé, quoi? Je crois que je l'ai traumatisé parce que je lui ai dit: tu me fais chier, barre-toi. Non, vous ne le traumatisez pas à cause de ça. Bon, on est d'accord, c'est pas la meilleure des choses à dire, mais vous êtes humain et votre enfant doit parfaitement savoir que vous êtes humain et que vous pouvez aussi dire des conneries. Il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas dire de conneries. Si dans le tout au tout, dans votre vie familiale, vous vivez dans une famille, dira-t-on, normale, quoi, c'est-à-dire où il n'y a pas de gros problèmes, où les choses se passent relativement bien, où, je sais pas, moi, vous avez une vie relativement harmonieuse, eh ben, ce n'est pas parce que vous allez perdre votre sang-froid une fois de temps à autre que ça va traumatiser le gamin. Ça traumatise les enfants quand vous vivez dans une vie détachée de tout, quand le gamin ne sait pas à quoi s'en tenir, quand vous déménagez à tout bout de champ, quand il ne sait pas de quoi demain sera fait, quand vous le cognez dessus à tout bout de champ, quand vous êtes gentil un jour avec lui et demain vous lui tapez dessus pour exactement la même chose. Enfin bref, là, oui, après un certain temps, on en arrive à un traumatisme. Après un certain temps. Mais il ne suffit pas de lui avoir donné une gifle, etc. Et s'il ne veut pas vous pardonner, bah, qu'il ne vous pardonne pas, hein. Vous, pas un souci. Donc ça, je crois que c'est important à dire. Je crois que j'en ai parlé dans un de mes webinaires sur le fait d'élever les enfants. Il faudrait revoir ça sur YouTube. Mais je ne me souviens plus du nom. Donc oui, c'était le trouble de l'attachement. Enfin, vous allez avoir l'enfant manipulateur. Pour l'enfant manipulateur, ça peut aller d'un niveau, pourrait-on dire, j'allais presque dire bénin, mais ça ne l'est pas. Mais ça peut aller d'un problème, dira-t-on, un problème compliqué,
manipulateur à excès et ça peut aller jusqu'à un enfant psychopathe. Pour ce qui est des enfants psychopathes, encore une fois, un enfant ne devient pas psychopathe parce que vous lui avez donné une gifle ou parce que vous avez fait une erreur ou parce que vous l'avez mal élevé ou parce que vous avez failli. La psychopathie, c'est quelque chose de génétique. C'est prouvé, on le sait. Donc, si votre enfant est psychopathe ou sociopathe ou narcissique, c'est qu'il y a un problème génétique plus haut. Ou qu'il s'est passé quelque chose qui fait que il y a un problème à la naissance, il y a un problème physique. C'est génétique, c'est physique, c'est biologique. Donc, ça n'a rien à voir avec vous et autant savoir de quoi il en retourne. Et dans ce cas-là, je vous propose de voir mon webinaire sur le sujet, d'ailleurs que je crois était en 2 parties, élever un sociopathe. Donc, l'enfant manipulateur, est-ce que votre enfant ment souvent, voire tout le temps? Est-ce qu'il vous fait du chantage, encore une fois, du chantage beaucoup? Est-ce qu'il vous menace? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il sait exploiter vos peurs? Il sait exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire paniquer. L'enfant manipulateur, il va utiliser des moyens très souvent extrêmes pour que ce désir devienne des réalités. Il va pas hésiter à exploiter n'importe quelle faille de ses parents, et il les connaît très bien, pour susciter le doute sur l'éducation, sur l'amour que vous lui portez. Il va savoir, si on prend par exemple l'exemple de Céline, si votre enfant est manipulateur, alors je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais si c'est un manipulateur, il va savoir exactement quoi dire à, dira-t-on, à un éducateur pour obtenir une certaine réaction et pour vous accuser de quelque chose sans vous en accuser directement. Ça peut aller très 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 loin et il va jouer, ils sont attentifs à l'anxiété qu'ils provoquent, ils vont être attentifs à la culpabilité qu'ils provoquent et que leurs parents ressentent et ils savent parfaitement en jouer. Et une personnalité comme ça vous laissera penser que l'enfant cherche à détruire la famille. Généralement, c'est plutôt une façon de contrôler. C'est une façon également de, dira-t-on, c'est pareil pour mieux régner, en quelque sorte. Et il va essayer de contrôler tout son entourage, que ce soit ses frères, ses sœurs, papa, maman, tout son entourage, et que ce soit les éducateurs, les enseignants, etc., etc. Si vous êtes en présence d'un enfant manipulateur, alors ça peut être quelque chose qui peut être travaillé avec un psy, mais je dois admettre que c'est extrêmement rare. Il y a de fortes chances et il y a de gros risques pour que nous parlions d'un enfant sociopathe ou d'un enfant narcissique. Et dans ce cas, la personne qui est en danger, c'est vous, c'est pas lui. Et là, il sera plutôt question de survie, de façon de gérer les situations au jour le jour pour éviter vous-même de ou tomber dans la dépression ou tomber dans l'angoisse. Parce que généralement, les parents d'enfants manipulateurs vont être totalement bloqués dans la plupart des cas parce qu'ils vont être accusés non pas seulement par l'enfant, mais par l'environnement d'avoir mal agi, d'avoir été des mauvais parents, etc., etc., etc. Donc, être parent d'un enfant manipulateur, ça peut poser de très gros problèmes. Et dans ce cas-là, c'est plutôt vous qui devez avoir l'aide d'un psy qui a la connaissance de ce genre de situation et qui peut vous soutenir et vous aider à travailler et à supporter certaines choses, à savoir quoi faire et ne serait-ce qu'obtenir un soutien parce que généralement les parents dans ces cas ont beaucoup de doutes en se disant mais est-ce que c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou est-ce que j'ai merdé en quelque sorte. Donc là c'est les parents qui sont les victimes, pas les enfants. Et là oui, vous allez avoir besoin d'un psy, il y a de fortes chances. Là on a fait à peu près le tour du sujet. Il en reste beaucoup et je peux voir qu'on a une demi-heure, qu'on est déjà à une demi-heure. Bon, je vais tenter de passer sur les autres raisons auxquelles on peut faire déjà moins de choses. Parce que là, on arrive dans les problèmes, pourrait-on dire, psychosociaux ou sociologiques. On a déjà l'évolution de la famille. La famille aujourd'hui, c'est pas ce qu'une famille était il y a 50 ans, même il y a 20 ans.
Il y a l'autorité parentale est devenue totalement fragilisée. On est passé d'un modèle traditionnel où on avait la famille qui se confondait avec la communauté, qui obéissait à des principes moraux relativement stricts. La famille contemporaine, qui d'ailleurs la plupart du temps est recomposée, on a un petit peu l'impression que tout se discute démocratiquement. Euh, tout doit se discuter démocratiquement, parce que sans ça, vous allez perturber le pauvre chouchou. Vous allez le traumatiser, le pauvre gamin. Si, eh ben non. Généralement, comme je disais à mes enfants quand ils habitaient toujours à la maison, bon, maintenant, il y a 35 ans, etc., donc ils sont plus là. C'était ici, c'est la dictature, mon pote. Il n'y a pas de démocratie. Quand toi, tu seras chez toi, tu pourras avoir la dictature, tu pourras avoir la démocratie si tu le veux avec tes gamins. Mais chez nous, c'est nous qui décidons. Un point, c'est tout. Alors, dans certains cas, ouais, bien entendu, on peut les écouter, on peut les entendre. Si, bien entendu, ils peuvent avoir leur avis, mais pas surtout. Et toutes les décisions ne vont pas être prises démocratiquement. Non, désolé. Ça marche pas comme ça. Je me souviens, par exemple, un jour, on était dans une pizzeria, c'était au Danemark. Et donc, on était assis en train de bouffer nos pizzas avec les enfants. Et donc, arrive derrière nous une famille avec des oncles, des tantes, etc. Et donc, un gamin qui devait avoir 4 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Et je vous mens pas, ils ont passé au moins un quart d'heure à discuter avec le gamin de où il allait s'asseoir. Est-ce que tu veux être assis à côté de tonton? Peut-être que tu préfères être assis à côté de papa. Ou alors, qu'est-ce que tu dirais si tu étais assis à côté de maman? Je veux dire, le gamin, il était totalement perturbé, il savait plus quoi choisir. Mais non, tu lui dis, écoute, pépère, tu t'assois là, tiens, voilà ton menu, qu'est-ce que tu veux manger? Et puis voilà. Donc, en fin de compte, en mettant toutes ces choses de façon démocratique, on démonte l'autorité parentale, on perd une bonne partie de son autorité, et en plus, on perturbe le gamin parce on lui donne pas de limite, on lui donne pas de cadre, il sait pas à quoi s'en tenir. En fin de compte, ça va le perturber totalement. Et après, on est étonné que les enfants, ils font un petit peu ce qu'ils veulent et puis ils n'écoutent plus personne. Je sais pas, ça me paraît un petit peu logique quand on voit les choses de cette façon-là. Donc, les familles sont fragilisées, on a perdu un petit peu ce rôle, et puis malheureusement, il faut dire que le rôle du père, surtout, on a pris un sacré coup, parce que les pères ont perdu beaucoup en puissance, et ça joue un rôle dans le déséquilibre familial. Vous avez un nombre de pères qui ne sont plus des pères, mais qui sont des adolescents, qui jouent à des jeux vidéo plutôt que d'éduquer leurs enfants. Il y en a aussi beaucoup qui, par exemple, ne serait-ce que ramener la paye à la maison, il y en a beaucoup qui font plus ça. Donc ils entrent, le rôle de père, en fin de compte, s'est déplacé et il est devenu un copain, en quelque sorte, un grand copain qui des fois peut piquer une crise, mais il est devenu un interlocuteur mineur, en fin de compte. Et je me souviens qu'à l'époque, alors j'étais toujours au Danemark, mais en 1997, j'avais déjà commencé à attirer l'attention sur ce problème en disant que le fait que le père perde son rôle de père, ça allait poser des problèmes aux générations futures et qu'on allait arriver justement dans la situation où on est arrivé aujourd'hui. Oui, en fin de compte, on l'a toujours su psychologiquement parlant, hein. Après, on a socialement parlant ou politiquement correctement parlant, on a dit, ben oui, non, c'est pas comme ça, un papa, ça doit être aussi un peu une maman, etc., etc. Et les rôles doivent devenir plus fluides. Alors maintenant, ce sont les gens qui sont fluides, hein. Tout devient fluide et après, on est étonné que les enfants ne s'y retrouvent plus. Je sais pas, je veux dire, à la limite, il n'y a pas besoin d'être psy comme moi pour pouvoir le voir, que les choses vont dans ce sens-là. Euh, Aujourd'hui, alors, est-ce que les familles monoparentales aident au problème? Oui, malheureusement. On s'est rendu compte que le problème était plus important. Alors, les familles monoparentales, les enfants, ils ont plus d'enfants criminels, il y a plus d'enfants problématiques, il y a plus de délinquance, il y a plus de violence, il y a plus de toxicomanes, il y a plus d'abus de substances. Qu'on le veuille ou non, ouais, c'est vrai que ça marche pas. Euh, Ça marche pas parce que une famille monoparentale, la personne ne peut pas être partout à la fois, elle ne peut pas éduquer ses enfants, gagner de l'argent, trouver un endroit stable où habiter. Enfin bref, c'est trop pour une personne, tout simplement. Il faut être deux. Euh, c'est vrai.
Et puis bon, en plus de ça, il y a la génération qui est née en fin de compte en 2000. C'est la première génération qui a été formée et informée au travers des nouvelles technologies. Et ça nous ajoute un petit peu un problème en quelque sorte. Parce que auparavant, on avait des autorités. C'est-à-dire que vous aviez papa et maman qui vous disaient bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tout comme on avait des dictionnaires, des lexicons, moi j'avais tout l'univers, après j'ai eu la collection Alpha, enfin bref, il y avait les dictionnaires, on savait à quoi s'en tenir. Il y avait ce qu'on apprenait à l'école, il y avait les profs, etc. Aujourd'hui, vous avez ça, puis vous avez Internet, vous avez les réseaux sociaux, vous avez Facebook, vous avez ceci, vous avez cela. Et ça fait que les enfants apprennent aussi beaucoup ce qu'est le monde à travers leur smartphone. Je me souviens à l'époque, quand j'enseignais aussi l'informatique, l'une des choses que j'enseignais, c'était que Internet va devenir quelque chose de très important. Il va vous falloir apprendre à être critique envers les sources de là où vous avez les informations. Parce que n'importe quel abruti peut faire une page Internet qui a l'air bien, regardez la mienne, et puis se présenter comme une autorité alors qu'il ne l'est pas, et vous faire croire quoi que ce soit, n'importe quoi. Et c'est exactement le problème que l'on a aujourd'hui. On a un bombardement d'informations et les enfants n'ont pas appris à faire la différence entre les informations vraies et les fausses, etc. Et puis, ben, les parents n'ont pas eu le temps de s'en occuper non plus. Déjà, d'une part, parce qu'ils étaient bien occupés à mettre du pain sur la table, surtout dans la situation économique telle qu'elle l'est aujourd'hui. Et puis, de toute façon, il y en a beaucoup qui ne s'y retrouvent pas eux-mêmes, donc ben, on laisse un petit peu faire, et ça fait que ben, ça sape une autorité parentale qui est déjà défaillante à la place. C'est un petit peu comme dans un jeu d'échecs. Une fois qu'on a qu'on a déplacé toutes les pièces qui défendaient le roi, après, il n'y a plus qu'à le mettre en échec et il ne peut plus rien faire. C'est exactement ce qui se passe du point de vue parental. Donc, très souvent, vous allez voir que les enfants violents sont des enfants de parents qui ne sont pas assez solides. Alors, pourquoi est-ce que la solidité a été minée? Alors ça, il y a donc plusieurs explications. Donc, elle a été minée et par les problèmes de société, elle peut avoir été minée par d'autres autorités telles éducateurs, etc., etc., des psys. Elle peut avoir été minée par beaucoup d'autres choses. Mais généralement, c'est l'autorité parentale qui a sauté pour une raison ou pour une autre. Et puis, le problème, c'est que l'agression des enfants envers les parents, c'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui vient petit à petit. Donc, déjà, il va commencer à répondre, il va parler mal, il va essayer. Et puis, vous allez toujours trouver des psys qui vont vous dire, bah oui, mais ça, c'est l'adolescence, c'est normal. Non, c'est pas normal pour l'adolescence. L'adolescence n'est pas normalement un problème, c'est faux. Tout ça, c'est quelque chose qui est apparu beaucoup plus tard. C'est pas vrai. J'en parle dans mon programme qui est sur parents et enfants, le mode d'emploi. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo YouTube. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas parce que justement en donnant tous ces genres de choses comme étant normales, bon, bah, c'est normal qu'il soit bon, bah, c'est normal. Il est un petit peu violent, mais bon, il s'exprime. Bah oui, il est frustré, donc il s'exprime. Ben non, ben non. Et donc petit à petit, on en vient, on grignote, et puis après un certain temps, on a dérapé et ça va trop loin. Et puis après, ben oui, après on a perdu pied. Et encore une fois, on a toujours le problème d'avoir du mal à aller chercher de l'aide soi-même parce que on a peur et on risque d'être accusé soi-même d'avoir maltraité son enfant, en fin de compte. Alors, quoi faire à ça? Eh ben, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de solutions, à part celles que j'ai déjà données. Vous faire aider par un psy si vraiment vous perdez pied. Alors, un psy qui pourra vous aider, qui pourra vous soutenir. Ou alors un psy qui pourra aider l'enfant si il a un problème d'angoisse, s'il a un problème de personnalité, s'il a un problème d'opposition, pour l'aider à se dépêtrer un petit peu de ça. Donc, à vous de voir les psys en qui vous avez confiance pour ce genre de choses. Pour le reste, c'est un petit peu la direction dans laquelle va la société. Alors, reformer ou reformer un petit peu la cellule familiale, restructurer ça, remettez un cadre.
Éventuellement créer une association si ça n'existe pas déjà. Si vous n'avez pas d'association qui peut aider les parents qui ont ce genre de difficultés, ben créez-la. Commencez par un truc Facebook, essayez de créer quelque chose et de vous unir avec des psys qui connaissent le problème, qui reconnaissent le problème, des éducateurs qui connaissent et qui reconnaissent le problème et qui pourront vous soutenir et qui pourront faire entendre votre voix pour faire tourner la page un petit peu dans l'autre sens ou pour faire tourner les choses un petit peu dans l'autre sens. Là, vous risquez de devoir vous battre, en fin de compte, pour ce genre de choses. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Est-ce qu'il y a des différences dans les manifestations de la violence entre les filles et les garçons? Oui, même si il peut y avoir des corrélations, hein. Les filles, d'après une étude que j'ai lue, c'était une étude américaine parce qu'on parle plus de ce genre de choses aux États-Unis. De plus en plus de filles seront violentes physiquement. Il y a beaucoup plus de filles violentes physiquement aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Mais sinon, oui, il y a cette différence. Les garçons vont plus facilement devenir physiques que les filles, qui plus facilement seront manipulatrices. Mais on va dire il y aura deux cercles qui se mordent un petit peu l'un dans l'autre, et puis il va y avoir des qualités inhérentes à l'un, inhérentes à l'autre, et puis certains qui vont être un petit peu au milieu. Oui, Céline me dit, moi je suis monoparental et j'ai entièrement fait mon rôle de parent solide. Le problème est réellement apparu avec l'ingérence des éducateurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La femme, la patiente dont j'ai parlé avec la photo qui a des bleus, c'est exactement la même chose. Vous n'avez rien à lui reprocher. Elle a fait tout ce qu'il fallait. N'empêche que ben y a pas c'est pas vrai. Ça n'est pas la façon de vous éduquer vos enfants qui va les rendre comme ça. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est facile d'accuser les parents. C'est un fait. C'est la solution facile et c'est bien pour ça que tout est bloqué. Après, déposer plainte ou pas déposer plainte, je crois que ça dépend de beaucoup de choses. Déposer plainte, ça peut vous aider dans certains cas, mais ça peut aussi vous retomber dessus si vous allez avoir des psys ou des éducateurs qui vont dire oui, mais c'est parce que le gamin est obligé d'exprimer sa frustration de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été aimé, de ne pas avoir été ceci, de ne pas avoir été cela. Parce que vous remarquerez que dans beaucoup de situations, malheureusement, si un enfant dit quelque chose, c'est vrai. Boum. Si vous dites quelque chose, c'est pas vrai, vous mentez parce que l'enfant a dit autre chose. Et c'est ce qui a mené, par exemple, à ces scandales qu'on a eus où les enfants ont accusé des adultes de les avoir abusés sexuellement alors que c'était pas vrai, et ça a mené à des suicides et ça a mené à des problèmes énormes. Et apparemment, on n'a rien appris de ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors je sais que généralement je peux finir sur une note plus positive. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Combien de temps ce webinaire va rester en ligne? Mais le webinaire, il est en ligne en replay sur Crowdcast jusqu'à demain. Demain, je vais l'effacer, mais je le mets après sur YouTube. Donc demain, il sera sur YouTube. J'enverrai le lien sur la liste du webinaire. Donc vous aurez le lien. Et il restera sur YouTube à vie, quoi. Enfin, je suppose à la mienne. Donc voilà. Alors, merci d'être venu, merci d'avoir participé, puis vous avez été super actifs, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis, je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour un webinaire, pour le dernier webinaire de l'année. Si vous avez envie que je parle d'un sujet qui vous tient à cœur, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Et voilà, à bientôt, au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.